Contes et légendes d'Alsace, la flèche praticide de Ribeauvillé. La montagne de Ribeauvillé porte 3 châteaux. Du plus haut perché, c'est-à-dire du haut Ribeaupierre, subsiste au milieu des ruines les superbes tours rondes en grès rouge. Au-dessous, le château de Saint-Ulrich et le château de Geisberg se font face. Le Saint-Ulrich garde à peu près intacte une majestueuse salle autrefois à 3 étages, aujourd'hui à ciel ouvert. Encadrée dans une arcade en plein cintre, ses fenêtres s'ornent, au sommet de leur embrasure, d'une ouverture qui, alternativement à la forme d'un trèfle, d'une étoile, d'un losange, d'un ovale. Lorsque le soleil les regarde, elles lui font dessiner une espèce de jeu plein de grâce où tout le monde gagne. Séparé de Saint-Ulrich par un ravin profond, le château de Geisberg, de construction un peu plus ancienne, est d'un aspect 1000 fois plus grave et plus hautain. Lourd donjon carré, sur son rocher abrupt, et défie les siècles. Ces 2 châteaux, jadis, appartenaient à 2 frères. Le duc Léon, seigneur de Geisberg, était de beaucoup le plus âgé. Il avait servi de père au comte Georges, seigneur de Saint-Ulrich. Au premier abord, se manifestait entre les 2 frères le même contraste qu'entre les 2 châteaux, très grands et robustes, de voix retentissantes et d'aspect farouche. L'aîné faisait paraître Georges plus petit, plus mince, plus réservé, plus doux, encore qu'il ne l'était réellement. À y regarder de près, on découvrait, dans les yeux bruns de ces 2 hommes, dans leur front large, sous leurs cheveux blonds taillés courts, dans leur visage également énergique et franc, une ressemblance d'autant plus saisissante qu'elle demeurait secrète. À son jeune frère orphelin, vers l'âge de 2 ans, Léon avait appris tout ce qu'il savait, l'escrime, la chasse, l'histoire, les légendes qui étaient l'honneur du pays, la musique et les chansons qui en étaient le charme. Le maître, plein d'ardeur et de dévouement, ressentait une noble joie chaque fois que son élève l'égalait, ou même le dépassait sur quelques points. Quand Georges accomplissait quelques prouesses à la salle d'armes ou sur le terrain de chasse, racontait brillamment une chronique ou modulait avec art quelques refrains de chansons, l'aîné souriait, comme s'il se contemplait en un vivant et flatteur miroir. N'avait-il pas façonné lui-même toute cette âme? N'avait-il pas, pendant l'enfance débile de Georges, veillé à son chevet non seulement comme un père, mais comme une mère? Tous ces sentiments de fraternité paternelle, l'aîné les exprimait familièrement en appelant le comte Georges « mon petit », et avec quelle effusion de fraternité filiale Georges disait au duc Léon « mon grand ». Leur principal plaisir, à tous 2, était la chasse. Quel signal de départ se donnaient-ils l'un à l'autre, au point du jour? Le plus tôt, éveillé, lançait une flèche au volet clos du dormeur. Le bruit guerrier du fer piqué dans le panneau de chêne était salué d'un grand cri joyeux et d'un éclat de rire qui s'entendait du Saint-Ulrich au Geisberg. Bientôt les 2 frères se rejoignaient dans la salle basse. Ils expédiaient une tranche de venaison avec une coupe de vin dorée, appelaient leurs chiens, sautaient à cheval et parcouraient forêt ou vallée en quête d'un beau gibier. Les souvenirs de chasse multipliaient dans leur mémoire d'opulents et merveilleux tableaux, à côté des chevreuils et des coqs de bruyère, des cerfs et des aigles. Chacun d'eux avait en l'autre toutes ses raisons de vivre. Ils auraient pâli d'horreur si l'on avait osé dire que dans leur affection quelque chose jamais manquerait ou faiblirait. Ils se suffisaient pleinement l'un à l'autre. Cependant, ils ne vivaient pas seuls. Le château s'ouvrait en toute occasion pour la plus large hospitalité. Ils recevaient même à leur table presque chaque jour quelques amis du voisinage empressés à écouter Léon avec déférence et à entourer Georges de sympathie. Le plus assidu de ces convives était un certain Ferdinand de Bar, compagnon fort gai, malgré son front chaud et sa longue barbe. Il plaisait à Georges pour sa verve intarissable, mais déplaisait à Léon pour son regard fuyant. Cette aversion instinctive ne parut que trop justifiée dans la suite. Peu à peu, Léon sentit que Ferdinand de Bar prenait sur Georges une sorte d'autorité complaisante. Georges fit avec lui quelques promenades puis quelques courts voyages dont il revenait tout changé. Dans ses façons, dans son langage, jusque dans sa voix, le frère aîné reconnaissait l'empreinte de celui qu'il appelait dédaigneusement le bavard chauve. Mais quoi, après un jour de passion tête-à-tête avec le cher petit, son grand l'avait reconquis jusqu'au feu. Le duc Léon se rassurait donc peu à peu quand un orage éclata en un coin du ciel où il ne soupçonnait aucun nuage. Un soir, le duc Léon, qui pour se rendre à la salle où l'attendaient ses hôtes traversait un corridor mal éclairé, entendit Ferdinand de Bar dire à Georges « Un homme comme vous ne doit pas se laisser mener comme un enfant. Il aura peut-être au début des pleurs, des grincements de dents, mais soyez ferme. Bientôt tout ira. Ensuite le mieux du monde. » « Non, pensa le duc Léon, voici encore ce pleutre qui travaille à séparer mon frère de moi. Pourquoi? Parce que son âme vile ne saurait voir sans irritation notre belle amitié. Sans doute il pousse mon frère à quelques aventures. Attendons. » Il n'attendit pas longtemps.
L'aventure à laquelle Ferdinand de Bar poussait le comte Georges, c'était un mariage, et avec qui rien ne pouvait être plus insupportable pour le duc Léon, avec la fille d'un ménétrier. Le ménétrier, Humelin, dont le comte Georges voulait épouser la fille, était roi des violons. Mais cette royauté que le duc Léon prenait au sérieux dans un jour de fête lui semblait une dérision de plus en ce projet de mariage. Il ne s'inquiéta nullement de savoir si cette jeune fille avait fait quoi que ce fût pour attirer sur elle l'attention du comte Georges. Tout de suite, il lui apprit que modeste et belle, elle souffrait en silence d'un choix qui l'écrasait, en tombant sur elle de si haut. Quand elle se retrouvait dans l'ombre et le silence de sa chambre, la pauvre Marie Humelin se disait « Hélas, on prétend qu'il m'aime, en dansant avec moi selon l'usage. Il m'a montré tant de douceur. Peut-être lui-même croit-il m'aimer. Tout cela est illusoire. Il y a une chose certaine, c'est que, entre lui et moi, s'ouvre un abîme. » Puis, elle ajoutait, avec un admirable sourire, « Il y a une autre chose certaine, mais celle-là, je suis seule à la connaître. C'est que je l'aime, et je mourrai de mon amour. » Elle refusa d'écouter Ferdinand de Bar, qui s'obstinait à lui suggérer toutes sortes d'espoirs. Elle aussi avait horreur de cet intrigant qu'une humeur brouillonne et malfaisante lançait à travers la vie d'autrui. Ayant d'abord raison du mauvais conseiller, s'était dit le duc Léon. Le mauvais conseil ne tiendra guère. Un beau soir, il profita d'un moment où le bavard chauve se répandait en vains propos sur quelques voisins pour lui signifier qu'il n'en avait assez de tels commérages et qu'il le priait de ne pas reparaître sous son toit, s'offrant d'ailleurs à lui rendre raison de ces paroles si décisives. Georges, qui assistait à cette exécution, comprit tout de suite le motif qui l'avait provoqué. Très pâle, mais du voix ferme, il déclara « Je ne dois pas intervenir dans une telle querelle, mais je tiens à vous dire, Ferdinand de Bar, que pour ma part, je n'ai rien contre vous. » Là-dessus, le bavard chauve se retira, et n'en demandait pas davantage. Suivit entre les deux frères un entretien que tout contribuait à rendre terrible. Le duc Léon croyait lutter pour le bien de sa maison, et même pour l'honneur de sa race. Le comte Georges était doublement atteint dans sa dignité d'homme. L'un et l'autre avaient l'âme la plus véhémente et la plus fière. En outre, avouons-le, ces rudes chasseurs étaient enclins après une chaude journée de fatigue à se désaltérer longuement avec les vins de leur vignoble. Or ces beaux vins, qui sont frais à la bouche comme l'eau des montagnes, deviennent avec l'abus aussi redoutables que les orages. Enfin, entre deux frères, surtout quand ils ont vécu si longtemps en une stricte intimité, la discussion s'envenime vite et se connaissent si bien. Les moindres mots, les moindres sous-entendus, le silence même peuvent, à leur gré, déborder de reproches, d'offenses ou d'outrages. Tous ces coups portent et avec une cruauté fratricide. « Je te défends de revoir cet homme et d'épouser cette fille, » avait dit l'aîné. « Tu me défends » avait répondu le plus jeune homme. « Et de quel droit ?» Ah, si l'aîné avait parlé selon son cœur, il aurait répondu « Du droit que me donne ma tendresse pour toi, cette tendresse qui nous a fait la vie si heureuse à tous les deux pendant tant d'années. » Mais emporté par l'ivresse de la colère, il parla seulement selon son orgueil. « De quel droit, tu droit que me donne mon titre d'aîné? Je saurais t'empêcher de faire la plus sotte des folies. Il n'y a pas ici le droit d'aînesse qui vaille. Là, je ne compte pour rien en pareille matière. Je te demande aucun compte de ta conduite. La mienne ne regarde que moi. Adieu. »« Tu ne partiras pas ainsi !» s'écria le frère aîné en saisissant à plein doigt le bras du jeune homme. Par un mouvement d'impatience, le plus jeune s'arracha cette étreinte. Alors, il vit la main de l'aîné se lever et s'abattre sur sa joue. Il fit un geste de rage, lança un regard de haine, se mordit les poings jusqu'à les ensanglanter, puis demeura, frémissant de la tête aux pieds, en répétant d'une voix sourde « Tu t'en repentiras !» Dieu, juste, l'aîné s'en était déjà repenti. Le soufflet à peine lancé, l'aîné aurait donné la moitié de son sang pour le retenir. « Pardon, frère » aurait-il voulu dire, mais le mot « pardon » était de ceux que ses lèvres ne pouvaient pas prononcer. D'ailleurs, comment dire pardon à qui dit « tu t'en repentiras » Cependant, l'aîné prouva qu'il était le plus fort de toutes les façons, en se ressaisissant dans le même moment. Il regarda sa main, s'essuya le front et cria « Nous avons été fous, oublions ce qui s'est passé. » Georges se taisait désespérément. L'aîné reprit « Ce serait criminel de tout fouler aux pieds pour le malentendu d'un moment. Au nom de nos chers souvenirs, oublions mon petit. » Georges aurait bien voulu répondre « mon grand » et se jeter en pleurant dans les bras qui se tendaient vers lui. Mais lui aussi obéit à son orgueil plutôt qu'à son cœur. D'une voix si altérée que Léon ne la reconnut pas, et il murmura « Je tâcherai d'oublier, n'exige pas davantage maintenant. » Faisant un nouvel effort, Léon réussit à dire d'un ton cordial comme à l'ordinaire « C'est toujours entendu pour demain, au point du jour? Nous allons chasser ?»« C'est toujours entendu. »
répondit Georges. Seul Léon essaya de dormir, mais cet essai ne fit que redoubler sa fièvre. Il s'assit près de son lit, dans la nuit sinistre, et médita. Georges oubliera-t-il, s'il oublie le soufflet, oubliera-t-il le mauvais conseil et l'indigne projet de mariage? En tout cas, c'en est fait de notre existence qui m'était si chère à moi. Des larmes venaient aux yeux du frère aîné. Sans répit, il reprenait une à une ses tristes pensées, en les attristant encore parce qu'il les creusait. Il en vint à se rappeler l'accent étrange dont Georges lui avait dit « Tu t'en reportiras ». Est-il possible qu'une âme, un cœur, une voix puisse changer à ce point en si peu de temps? Tout à coup, il poussa un soupir de joie. Il voyait filtrer par une fente le frais rayon de l'aurore. L'aurore, c'est toujours un peu la délivrance et la guérison. Brusquement, il poussa les volets de la fenêtre. Alors, une flèche, lancée par la main de son frère, lui traversa le cœur. Georges non plus n'avait pas dormi. Son caprice pour la fille du ménétrier, sa camaraderie pour Ferdinand de Bar, le ressentiment d'un geste qui ne s'oublie pas, l'avaient tour à tour hanté et bouleversé. Mais l'affection fraternelle finissait toujours par l'emporter. Quand le jour s'était levé, il avait lu au fond même de son âme, de sa voix la plus allègre et la plus tendre, il concluait « Allons, réveillez mon grand ». « Mon grand » répétait-il en soulevant la tête aux lèvres blanches et aux yeux pleins d'horreur. « Mon grand, tu m'entends? Tu vas m'entendre? Tu ne peux pas me quitter ainsi. Par pitié, mon grand, écoute-moi, tu n'as pas cru, n'est-ce pas ?» Le bois de la flèche qui traversait le cœur de son frère était sous sa main. Il poussa un cri terrible qui ameuta derrière lui les chiens des deux châteaux, et la tête baissée, les yeux clos, meurtrier pitoyable, et s'enfuit. Personne ne le revit plus. Depuis ce jour maudit, lequel était le 26e du mois d'octobre, chaque année, à la même date, ou plus exactement dans la nuit du 25 au 26, une chasse infernale partait du Gersberg et se poursuivait de montagne en montagne. Aux abois furieux des chiens et aux plaintes des bêtes blessées se mêlaient d'effroyables clameurs humaines où l'on distinguait ces mots. « Tu n'as pas cru, n'est-ce pas? Tu n'as pas cru ?» Comment cette monstrueuse menée périodique a-t-elle pris fin? À cette question, voici la réponse des très vieilles et très bonnes gens du pays. Plusieurs siècles après la mort du comte Léon, vint se retirer à Beauvillé un vieux musicien très connu et très aimé en Alsace, Georges Himelin. On le disait, arrière-petit-fils de cet Himelin qui avait été roi des violons et dont la fille Marie n'avait guère survécu à Georges. Le vieux musicien Georges Himelin pleurait la mort d'un frère bien-aimé, nommé Léon lui aussi. Ces deux prénoms si fréquents dans la région. Pourtant, une telle coïncidence contribua sans doute à retenir l'attention du vieux musicien sur l'histoire des deux frères tragiques. Il y vit clair, et ce fut pour lui un déchirement. Souvent seul le soir, dans sa chambre tranquille, cet excellent homme aux cheveux blancs bouclés, au visage fin, se disait « Assurément, le pauvre comte Georges pense que son frère en mourant l'a accusé de fratricide. Je me mets à sa place. Ah, si je pouvais, moi, imaginer que mon Léon est mort en me maudissant, je courais aussi dans la montagne comme un damné. » Dans la journée, le vieux musicien avait des distractions de tous genres. On le consultait sur les préparatifs d'une fête, la célébration d'une cérémonie, le choix d'un instrument. Il s'appliquait à parcourir la musique nouvelle écrite, où il devinait parfois d'heureuses réminiscences. Surtout, il travaillait, secrètement, à une grande symphonie avec cœur intitulée « La fille du roi des violons ». Mais une nuit qu'il entendit passer la chasse infernale du comte Georges, et qu'il distingua l'horrible gémissement « Tu n'as pas cru, tu n'as pas cru !» et comprit que pour lui, toute distraction, tout repos et même tout labeur était désormais impossible. Et pourtant, murmurait-il, j'espère dans la justice et dans la bonté. Il y en aura-t-il s'il n'y avait pas là-haut? Un matin, il ajouta, essayons. Tout de suite, il se mit à l'œuvre. L'œuvre doit être terminée pour la nuit du 25 au 26 octobre. Que Dieu m'inspire. Les journées se passèrent presque entièrement sans que le musicien quittât sa plume, son clavecin ou son violon, vivant d'un peu de pain et de vin, dans une solitude acharnée et brûlante. À qui lui disait « On ne vous voit plus ?» Il répondait « Excusez-moi, je m'attelle à une dernière tâche qui m'est sacrée. » Le curieux se retirait en murmurant avec un mélange d'admiration et de pitié. Ces artistes, décidément, ils sont incurables. L'œuvre terminée, le vieux musicien en régla l'exécution avec une précision parfaite et, pour ainsi dire, au chronomètre. Le 25 octobre, à 9 heures du soir, enveloppé dans son manteau qui cachait son violon, il sortit de la ville par la porte haute et gagna
la gorge de Duzenbach et la forêt qui avoisine la chapelle de la Vierge. Là, il s'assit près d'un vieux chêne où il avait remarqué la lettre L unie à la lettre G. L'horloge de Ribeauvillé sonna 11 heures, puis 11h30. À ce moment, le musicien se leva. Il exécuta une invocation à son frère mort. Son violon disait « Compagnon que j'ai tant aimé, que j'aime de plus en plus, ô mon Léon qui connaissait tous les secrets de ma vie, de sorte que tous les secrets de ma vie sont morts avec toi. Tu sais, mon entreprise d'aujourd'hui. Soutiens-moi, accompagne-moi, mon frère, comme tu m'accompagnais en nos beaux jours, pour la grâce de ton génie, aussi bien que par la puissance de ton cœur. Il s'agit de sauver un Georges qui souffre et dont ton Georges partage la souffrance. À moi, mon frère, à moi. » Minuit sonna, des aboiements furieux et un long gémissement retentirent dans le ciel. Redoublant de force, le musicien s'adressa au duc Léon. Son violon disait « Toi qui fus le grand frère paternel, tu ne dois pas laisser plus longtemps souffrir ton petit. J'ignore les lois du monde où vous êtes l'un et l'autre, mais je sais qu'il y a une loi, des lois. Courage au duc Léon, déploie toute ton énergie, use de tous les moyens. Ton petit est torturé injustement. Son gémissement affreux n'arrive-t-il donc pas jusqu'à toi? Réponds-lui, je t'en conjure. Vite, réponds-lui que tu n'as pas cru à une intention criminelle, ou que, si tu t'es trompé alors, tu aperçois maintenant la radieuse vérité. Et maintenant, oh, tous les bons morts, tous les morts vénérés, assistez-le, duc Léon, prenez pitié de lui et de son frère Georges. Assiste-nous aussi, ô toi qui as été la cause involontaire du drame, toi qui mourus si jeune et si belle, toi dont on dit que je suis l'arrière-neveu. Parle, ô pauvre Marie Himelin, fille du roi des violons. Parle, ô douce créature morte d'amour. Parle à notre patronne commune, la Vierge de Duzenbach, qu'elle fasse un miracle pour nous. Les joues du musicien ruisselaient de larmes. Ses doigts, chèvreux, communiquaient tous les battements de son cœur aux vibrations de son instrument inspiré. Soudain, le bruit de la chasse infernale cessa. Un silence se fit, religieux et saintement triomphal. Alors, distinctement, le musicien entendit une voix grave qui disait « Mon petit », et une autre voix qui répondait avec un accent de gratitude passionnée « Mon grand ». Puis ce fut, dans le feuillage mourant des chênes, un frémissement si doux qu'on eût dit l'écho d'un long baiser. Le vieux musicien eut alors la certitude que sa cause était gagnée. Ayant remis son violon sous son manteau, le vieux musicien revint à Ribeauvillé par le chemin des écoliers, et il y a des écoliers à tout âge et à toute heure. Il traversa la forêt, monta jusque sur le haut Ribeaupierre, puis, lentement, redescendit vers le Gesberg et le Saint-Ulrich. Ces deux derniers châteaux étaient endormis dans une sérénité incomparable. Toute la bonté du ciel reposait en eux. Il les salua donc pieusement et d'un pas alerte rentra dans son logis, heureux comme un roi des violons dans le plus merveilleux instant de sa royauté. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.